Good morning, everyone. We are about to get started in our panel, and we're excited to have you all here. Okay, so Bien, welcome. alors bienvenue. I first want to start by thanking you all for braving Tout d'abord, merci d'être là si tôt le matin. convening. So thank you all so Donc much. merci I am vraiment the beaucoup. moderator for the panel Je suis today. My modérateur name is pour Olivia la Mouiro. séance de ce I am matin. the Je founder suis of Olivia Mouiro. B-Lab Je East suis Africa. I don't know how many of fondatrice you have de heard about B-Lab B-Lab or Afrique. networks. Est-ce, je ne Get sais a pas sense si vous en of avez the people déjà in the room. entendu Okay. parler. So B-Lab, roughly about half of the people. bon, voilà à peu So près la B-Lab moitié East des Africa personnes. is a B-Lab, nonprofit that works c'est around une empowering société à for but non profit business lucratif owners to use the power of qui business to solve utilise, social and environmental qui fait challenges. appel à des We are entreprises part pour of a global répondre à un certain network nombre de défis of sociaux. different B-Lab Nous faisons offices. nous faisons partie, pardon, de tout un B-Lab réseau, B-Lab Europe, Latin B-Lab America, Latin and in America, Australia, New B-Lab Zealand, and in Asia. And so I'm very États-Unis, et happy nous to be sommes here également with en you all Asie today to et discuss en on Australie. a topic that Nous allons discuter is d'un something I'm becoming sujet more and more qui passionate about devient as de I get to plus learn en about plus it. intéressant pour tous As et nous part of voulons the tous B-Lab en tirer movement, one les of the things that we're enseignements. doing in Une East des choses que Africa is nous really trying faisons to en reach Afrique businesses de of how l'Est, can they be c'est responsible businesses. attirer les And this is more entreprises et de traditional préférence business des owners, entreprises so people who have their brick and mortar stores, durables. and getting to learn about new platforms that are trying J'entends to change parler how businesses maintenant de work, that are nouvelles moving the conversation plateformes on qui nous being permettront de extractive changer to notre being more of a circular travail economy pour is something avoir that une I think we économie will plus all find circulaire. Je crois que incredibly quelque interesting. chose qui est And très as more intéressant pour people come l'avenir. in, we Et welcome puis, you à and we hope you mesure enjoy the session. que My les gens sense of who's in the room, arriveront, how nous many of pourrons you vous souhaiter la are bienvenue. Well, familiar with the combien concept de of personnes connaissent responsible le platforms concept as de it has been here plateforme to here? responsable? Very few people. Il y a très peu de Panelists, you gens, have your work donc cut out je for you pense today. que les membres du By the panel end vont of this, we should avoir at du least travail have et you enfin nous have basic knowledge on allons what this platform means. We're not pouvoir here to talk savoir about ce que c'est predominantly que Uber, ces Airbnb, which is plateformes. what I thought this conversation Je was going to pense be about. que We are here to learn more nous about allons now parler de what's the next Airbnb, phase. nous allons voir How quelle est can la we make these phase à platforms venir, actually comment nous work pouvons for faire en people sorte instead of que being more ces capsules for them. plateformes And so to travaillent set the mood davantage pour for les us gens au today, lieu we're going d'être to have fondées sur le Alex capital. give us a bit of Nous allons history on avoir where Alex these qui va nous platforms have come parler from de and where, ces hopefully, they're plateformes, going d'où to elles go to viennent et où elles vont create aller shared pour durable créer prosperity for everyone. le So, bien pour Alex, if tous. you do Donc, not mind, we Alex, can si take the cela ne stage te and dérange get us pas, s'il te started. plaît, prends la parole pour lancer Ok, le sujet. merci. Bonjour, bonjour à tous. En effet, l'objectif de cette première petite intervention, c'était de redonner un petit peu de contexte sur le sujet des plateformes numériques et de comment on pouvait avoir des plateformes plus responsables que celles qu'on avait aujourd'hui. Déjà pour faire un petit historique, moi je travaille au sein du réseau WeShare. Je ne sais pas si certaines personnes d'entre vous connaissent ce réseau, mais en gros, il s'est constitué il y a une petite dizaine d'années autour de l'enthousiasme des premières plateformes collaboratives qui se sont montées et où on avait l'impression qu'on rentrait dans un nouveau monde, le monde du pair à pair émergeait enfin il émergeait des années 90 et des premiers temps d'Internet où on avait énormément d'espoir dans un monde décentralisé dans lequel le savoir était accessible, les ressources allaient être partagées et on allait tous être interconnectés dans une économie complètement désintermédiée. Et donc en voyant apparaître ces Uber et Airbnb à un niveau mondial, on s'est dit ah ça y est, enfin on a les moyens de le faire, on va tous pouvoir véritablement rendre des services aux autres. Et puis assez vite on s'est rendu compte que les détracteurs de cette nouvelle économie avaient raison un peu depuis le début et que ces grands acteurs qui arrivaient, c'était surtout des startups de la Silicon Valley qui étaient financées avec des fonds privés très importants qui demandaient des très forts retours sur investissement et que petit à petit, on a un petit peu transformé cette nouvelle économie pleine de promesses en une économie où on était tous
des petits capitalistes qui mettions à profit le capital qu'on avait entre les mains et qui essayions de le rentabiliser au maximum. Et au final, on était un peu tous des anonymes qui échangions sur des plateformes, qui essayions de trouver un peu des clients sur ces plateformes plutôt que d'être vraiment en pair à pair, donc dans la philosophie initiale, où on va être des personnes qui vont partager une expérience, qui vont partager une ressource pour monter un projet en commun. Donc ça, c'est un peu caricatural. Il y avait quand même des acteurs qui arrivaient à travailler dans le bon sens, mais en tout cas, en général, sur l'émergence de cette grande économie, c'est là où on en était, arrivé. Du coup, on a commencé à se poser la question de savoir ces alternatives, est-ce qu'elles existaient déjà, est-ce qu'elles étaient là et qu'il fallait les faire passer à l'échelle, ou est-ce qu'il fallait inventer un petit peu des nouvelles choses et se connecter un peu à d'autres mouvements. Et c'est là que différents mouvements ont commencé à converger. Le premier mouvement, qui était très connecté avec celui de l'émergence d'Internet, c'est celui des communs. Donc les communs qui ont eu un petit peu un revival grâce à une chercheuse qui s'appelle Elinor Ostrom, qui a eu d'ailleurs un prix Nobel d'économie pour son travail et qui est allée rechercher un petit peu comment, dans l'histoire, on était capable de partager des ressources avant d'être dans l'ère capitalistique et qui a montré que c'était possible et que le fait de partager une ressource ne mettait pas la ressource en danger comme on le pensait jusqu'alors, puisqu'on pensait que chaque Homo economicus allait maximiser toujours ses profits et donc tirer à lui la couverture et détériorer la ressource des autres pour son propre profit. Donc elle a démontré qu'il était possible, dans la théorie, de faire autrement. Et ça a inspiré beaucoup de monde. Donc ce mouvement des communs et ce mouvement de l'économie numérique se sont rapprochés. Et puis ça a donné les mouvements de l'open source, les mouvements du pair à pair, où on a commencé à construire des modèles d'échange en ligne, de partage plus juste, on va dire. Et puis quand on ajoute à ça un troisième mouvement qui est celui de l'économie sociale, où en fait depuis déjà une petite centaine d'années dans l'économie classique, il y avait des acteurs qui croyaient à l'associatif, qui croyaient au coopératif et qui ont expérimenté extrêmement loin des modèles de partage de gouvernance, de partage de la valeur, etc. Et ben ça a ramené aussi une expérience extrêmement forte pour pouvoir construire des plateformes de partage qui étaient des plateformes économiques et donc d'aller chercher des modèles de gouvernance et des modèles d'affaires qui étaient déjà éprouvés dans l'économie sociale et solidaire. Alors comment ça s'est exprimé? Donc il y a plusieurs mouvements qui ont découlé de ça. Le premier, c'est le mouvement qui s'appelle Platform Coop, Platform Cooperativism. Donc c'est deux chercheurs américains, Trevor Scholz et Nathan Schneider, qui se sont rencontrés un jour dans un colloque sur l'économie collaborative et qui se sont dit mais c'est pas possible, il n'y a que des startups ici qui exploitent les travailleurs qui sont sur leur plateforme, qui contournent les droits du travail. Il faut qu'on fasse quelque chose, on peut mieux faire que ça. Et donc ils ont lancé l'idée, créé un colloque à New York sur le sujet et ont commencé à converger au sein de ce mouvement tous les acteurs qui cherchaient à monter des plateformes open source, des plateformes basées sur des coopératives pour que les travailleurs qui travaillent dessus en soient salariés ou au moins soient partie prenante de la gouvernance de la plateforme, puissent choisir les règles du jeu de la plateforme, puisque aujourd'hui les règles du jeu des plateformes, ce sont des algorithmes auxquels la plateforme, les dirigeants de la plateforme donnent des objectifs et dont les travailleurs sont dépendants. Donc là, dans ces plateformes-là, ces plateformes alternatives, les travailleurs peuvent choisir les objectifs de l'algorithme, peuvent définir eux-mêmes quelles sont les règles du jeu sur la plateforme. Des plateformes dans lesquelles le rapport aux utilisateurs serait différent, dans la propriété des données, par exemple. Aujourd'hui, sur les grandes plateformes numériques que vous utilisez, vos données ne vous appartiennent pas. Il y a eu des très belles installations artistiques qui démontraient la longueur des conditions d'utilisation des plateformes que vous signez en un clic et qui en fait prendraient plusieurs mois à lire. Dedans, vous cédez la plupart de vos données. Alors que dans un monde numérique éthique, on pourrait se demander
comment conserver cette propriété de nos données, comment les valoriser, s'assurer qu'elles sont utilisées pour le bien commun, etc. Moi, ces plateformes-là le permettent, toujours très souvent via le statut juridique de la coopérative, puisque les données appartiennent à la plateforme et que vous êtes coopérateur de cette plateforme via le statut de la coopérative, elle reste votre propriété et vous pouvez participer à la décision de comment ces données vont être utilisées. Donc ce mouvement plateforme coop, dans 3 semaines, il va y avoir la 4e ou la 5e édition du colloque, commence à attirer des financements et commence à voir émerger des grandes plateformes alternatives. Farmondo était une des premières, une alternative à Amazon qui est née en Allemagne. Fairbnb s'est lancé également en concurrence à Airbnb en donnant la propriété de la plateforme aux communautés locales qui décidaient de mettre sur un marché des espaces vacants qu'ils avaient pour favoriser de l'activité touristique temporaire. Et puis ça peut être une bonne chose, hein. Airbnb a des aspects négatifs, on le voit à Barcelone, mais quand c'est maîtrisé et quand c'est fait dans des endroits dans lesquels il n'y a en effet pas d'hôtel, ça peut être une extrêmement bonne chose. Quand on donne le pouvoir à la communauté de décider ce qu'elle va faire de l'argent qui est généré par ce tourisme temporaire, de gérer les nuisances qui sont provoquées par les touristes avec leurs propres règles du jeu, ça peut donner des choses sympas. Et donc ça, c'est ce que se propose de faire notamment Airbnb. Donc ce mouvement plateforme coop mondial. Et comme on est en France, puis qu'il y a pas mal de francophones dans la salle, vous dire aussi qu'il y a une association en France qui s'appelle la Coop des communs et qui héberge le projet Plateforme en commun et qui justement a pour objectif de faire le lien entre ces 3 mondes de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est beaucoup d'anciens de l'économie sociale et solidaire. Le monde des communs, donc qui a attiré pas mal de chercheurs très en vue des communs, et les entrepreneurs des plateformes numériques, et qui essayent de faire émerger des moyens d'avoir des plateformes qui émergent par des entrepreneurs coopératifs. Donc de favoriser l'entrepreneuriat collectif en se disant le seul moyen de faire émerger une bonne idée technologique, c'est pas forcément la start-up, c'est pas forcément les histoires de la Silicon Valley qui sont les seules qui peuvent nous permettre de faire émerger des projets technologiques intéressants. On peut aussi penser à des statuts juridiques coopératifs. Il y a aussi des acteurs de financement éthique qui peuvent nous permettre de monter une plateforme qui n'est qu'un moyen au service d'une communauté qui a envie de partager une ressource, et à ce titre, de juste financer son développement et de l'entretenir. Et on n'est pas non plus obligé d'en faire une licorne de cette plateforme-là. On n'est pas obligé de faire en sorte qu'elle ait un monopole mondial sur son secteur, parce que de multiples communautés basées sur des territoires qui ont des besoins spécifiques peuvent interconnecter les plateformes qu'elles construisent pour qu'on ait quand même une interconnexion des besoins et qu'on bénéficie d'un effet de masse que permettent les nouvelles technologies, mais sans avoir besoin d'un acteur gigantesque qui contrôle complètement un marché et qui impose ses règles à tout le marché. Donc, on est un petit peu encore au début de l'histoire. Il y a assez peu de plateformes comme ça qui existent, mais il y en a. Il y a CoopCycle en alternative à Deliveroo. Il y a MobiCoop qui est aussi une coopérative sur le sujet qui est en alternative à Blablacar. Donc il y a des alternatives qui existent. Il faut essayer de les utiliser. Il faut comprendre les gouvernances qu'elles mettent en place. Il faut rentrer dedans pour en être partie prenante. Et je terminerai juste sur une chose, peut-être sur une opportunité qu'on a depuis quelques années en France pour monter ce genre de projet, c'est le statut juridique de la SIC, donc la Société coopérative d'intérêt collectif, qui est intéressante parce qu'elle permet de faire rentrer des parties prenantes très différentes au sein d'une même coopérative. C'est-à-dire qu'on peut avoir les consommateurs de la plateforme qui sont coopérateurs, on peut avoir les fondateurs de la plateforme qui sont coopérateurs, on peut avoir les employés de la plateforme qui sont coopérateurs, mais on peut aussi avoir des pouvoirs publics, on peut avoir des collectivités territoriales, on peut avoir l'État qui deviennent coopérateurs d'une plateforme et qui donc mettent de l'argent au capital et qui peuvent donc ensuite utiliser la plateforme en tant que client alors que ce n'était pas forcément possible avant, puisque l'État devait toujours mettre en concurrence plusieurs acteurs et puis toujours justifier qu'il prenait le moins cher pour ses citoyens.
Donc, on a des outils aujourd'hui qui peuvent permettre de construire des plateformes différentes et ensuite charge au pouvoir public de les aider à passer un petit peu à l'échelle et puis aux consommateurs à faire le geste de penser à passer par une autre plateforme parce qu'au final, on est assez peu impacté, nous, dans notre vie quotidienne. Hein, on n'est pas encore sûr que les données numériques, on ait vraiment envie d'en garder la propriété, etc. Il y a très peu de consommateurs qui sont conscients de tous ces sujets-là. Donc il faut expliquer et il faut donner envie aux gens de passer sur les plateformes éthiques. Great. Thank you so much, Alex. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as souligné un certain nombre de points, comme par exemple les parties prenantes, les consommateurs et toutes les parties qui peuvent suivre ce chemin. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne sont pas ici depuis le début, la raison pour laquelle Alex est ici, c'est qu'il a créé la communauté partagée à Montréal et il parle avant tout de réglementation, l'impact sur les travailleurs, comment avoir des coopérations. Et maintenant, il est revenu en France et je crois que la France devrait maintenant être prête à le recevoir pour le bien-être de tous. La société numérique, département du ministère de la Finance et de l'Économie. Et puis maintenant que nous avons tous une idée générale de ce que ces plateformes essayent de faire et ce qu'ils vont créer comme changement, je pense qu'il serait bon de passer maintenant à une de ces plateformes. Donc nous allons commencer avec la présentation de Estefania. Estefania est la cofondatrice et CEO de Place to Swap et elle a une maîtrise en marketing et en affaires commerciales. Elle a travaillé dans la distribution chez L'Oréal et une grande expertise dans la durabilité, la stratégie. C'est la première plateforme sur la consommation qui doit permettre de changer la consommation et donc nous lui souhaitons la bienvenue. Bonjour à tous et merci d'être là. C'est le 3e jour tôt les matins. En fait, après avoir écouté Alexandre, c'est compliqué de prendre la parole. Hein. Bon, en tous les cas, moi, je suis tout à fait à l'opposé de tout ça, parce que j'ai vécu toute ma vie chez les marques, chez les grands groupes, dans la consommation à fond. Et très très tôt dans ma vie professionnelle, je me suis dit qu'on partait sur des modèles de surconsommation qui ne pourraient pas se prolonger à vie. Et le fait est qu'à un moment donné de ma carrière, je me suis dit, bon, stop, c'est pas possible. Comment faire pour ces marques que j'adore, moi, j'adore les marques, j'adore la création des valeurs, j'adore les belles choses, les stratégies, mais comment faire pour que ce ne soit pas basé uniquement dans la consommation, dans la surproduction, voilà, à un moment donné, on en a marre d'avoir autant de choses. Comment faire pour que ces marques qui ont des belles choses à nous proposer prennent les vraies valeurs et reviennent à la base. Donc à côté de ça, je suis moi consommatrice des plateformes d'économie collaborative depuis le début, des Airbnb, j'ai pratiqué les marchés de location depuis très longtemps et je me suis dit bon, comment faire avec ma connaissance des marques, du retail et tout ça, comment faire pour contribuer à ce que toutes ces marques qui vivent dans un univers parallèle à tout ce qu'on vient d'entendre s'y mettent aussi dans cette nouvelle démarche qui paraît logique, nécessaire, et on va voir aussi que les consommateurs sont vraiment, ils s'attendent que ça. Parce que ce qui a été un vrai changement depuis le début de ma vie professionnelle, c'est que les consommateurs commencent à réagir et à agir.
grâce à toute cette plateforme, ils se manifestent et ils nous disent qu'ils ont envie de consommer autrement. Pourquoi? Par différentes raisons. Hein, parce que la vie est chère, parce que la planète s'est détruite, parce qu'on en a marre des vies dans cet univers trop consommateur. Donc aujourd'hui, on sait que 70% des millennials nous disent si les marques ne commencent pas à être responsables, on va les abandonner. Donc c'est-à-dire que les marques, il faut qu'elles proposent des propositions, enfin il faut qu'elles construisent des propositions de valeurs plus responsables. Je suis sûre que vous avez tous dans la salle, vous disiez, enfin il y avait juste un petit tiers qui disait on ne connaît pas les plateformes collaboratives. Je suis sûre que 99% de la salle connaissent Vinted. Surtout depuis hier soir, il est passé dans les ventes, dans les 20 heures, etc. Ben voilà, 2/3 des Français pratiquent aujourd'hui l'occasion. C'est un énorme phénomène qui a bouleversé les marques. Nous, il y a 3 ans, enfin nous on a commencé il y a 3 ans et demi, quand on allait visiter les marques, et nous disaient, non mais de quoi vous nous parlez? Enfin, vous nous dites que vous voulez qu'on s'y mette à location, enfin à faire des... Non mais c'est quoi cette histoire? Les marques, il y a 3 ans, ne connaissaient pas Vinted. Donc ça a été une énorme révolution. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu que Vinted. Il y a eu Vestiaire Collective, il y a eu Les Bons Coins, enfin il y a plein de petites plateformes qui se sont montées, qui commencent à émerger et à bien fonctionner. Et du coup, bah, nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Si on amène ça à l'univers monde, les États-Unis, qui est un marché très très mature dans ce nouveau mode de consommation, aussi bien la location que la location, que tout ça, enfin, c'est des marchés qui sont énormes et qui impactent vraiment aujourd'hui au business des marques. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, bon, bah, on va créer une technologie. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise la technologie pour accompagner ces marques dans une démarche, dans une construction d'un modèle économique plus sain et plus durable. Donc on a créé une marketplace en marque blanche qui permet aux consommateurs des marques, en fait on la personnalise, hein, c'est comme si on faisait les Vinted ou les vestiaires collectifs ou les Bons Coins pour les marques. Mais pas que pour la mode, pour toutes les marques qui vendent des produits qui sont susceptibles d'être revendus. Donc aussi bien Bricorama, enfin, c'est les bricolages, c'est les jouets, c'est les livres, c'est les fashion, etc. Donc on personnalise, on crée une plateforme qu'on va personnaliser, qu'on a plugué sur les sites e-commerce des marques. Et ça va permettre aux consommateurs de la marque de vendre et acheter des produits d'occasion de la marque, au sein de la propre marque, avec une expérience hyper qualitative, hyper fluide et vraiment une expérience des marques d'occasion. Et aussi, les marques vont pouvoir, par les mêmes biais, essayer d'écouler les invendus et les retours des e-commerce. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une nouvelle loi d'invendu qui s'est mise en place, qui va interdire de détruire les invendus. Jusqu'à présent, la plupart des marques, tous les canaux typiques, les canaux des ventes, c'est je les mets en vente à plein prix, je commence avec des ventes privées, j'ai fait les soldes, après je les mets en outlet, après je les mets au revendeur, et puis après, il y a une petite histoire qu'on ne raconte pas trop, et ce qui se passe, c'est que les produits, on ne sait pas ce qui se passe, mais bon, au final, ils terminent on les brûle, et on ne les recycle pas, on ne fait rien. Donc, à partir des demain, ça va être interdit. Donc, on va devoir, entre tous, prendre conscience que les produits, il faut les consommer, il faut les recycler et il ne faut pas surtout les détruire. Donc notre plateforme permet ça. Donc à terme, ça sera location, les invendus, les retours et les recyclages. Donc en gros, ce qu'on propose, c'est que les marques prennent la main sur la fin de vie des produits et que leur modèle économique ne soit pas basé uniquement dans la production et la vente des produits neufs, mais que ce soit aussi un modèle mixte où ils réussissent à monétiser d'une manière la fin de vie des produits pour que tous ces produits, enfin, à la fois pour que ce soit une manière, enfin, un business model plus durable et pour qu'il y ait aussi d'autres consommateurs qui puissent avoir accès à la marque. Je n'ai pas parlé de ça, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que de plus en plus, enfin, tout est de plus en plus cher. On a de plus en plus des choses à consommer. Les gens, enfin, n'ont pas forcément de plus en plus d'argent, donc il faut que les marques aussi prennent conscience de ça. Donc, l'économie circulaire donne accès aux gens qui n'ont pas accès aujourd'hui à des meilleurs produits, des produits plus chers.
Donc aujourd'hui, je pense que c'est très important que les consommateurs, qu'il y ait plus de consommateurs qui aient accès à des bons produits, qui ont plus de durabilité et du coup qu'on arrête de consommer des produits pas chers qui se détruisent et dans une économie linéaire où on achète et on consomme une fois, deux fois et on les jette à la benne. Donc en gros, ça c'est l'ADN de notre projet, c'est de pouvoir redonner la valeur aux choses et qu'on accompagne aux marques pour que ce soit elles les vrais acteurs de ces nouveaux changements qui mènent sur des modèles économiques plus sains, plus durables et surtout plus équitables pour tout le monde. Donc, pour l'instant, voilà, pourquoi on est deux cofondatrices à la base, donc Lucie Soulard et moi, qui on est expertes en retail, sustainability et digital. Et on a aussi un CTO qui est expert dans tous ces types de plateformes, etc. Et du coup, aujourd'hui, nos premiers clients sont Camaïeu. Je pense que si vous avez vu hier, dans les JT, il y avait Camaïeu qui était mis en avant. Donc, on a Camaïeu, on a Galeries Lafayette, on a Bricorama, on a Histoire d'Or. Et voilà un panorama de toutes les marques qui sont aujourd'hui déjà dans notre pipeline commercial. Et ce que j'ai envie de dire, j'ai une vision très positive parce que c'est vrai que c'est des changements qui prennent du temps et qui sont lourds à gérer. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vu, les vrais changements, c'est que les marques sont conscientes qu'il faut changer. Et là, dans ces panoramas des marques, on ne voit pas juste des marques des fast fashion ou des marques, enfin, on voit tout type de marques, de tout type de segments. Donc, il y a une vraie volonté de changer les choses. Ça ne va pas être du jour au lendemain, ça va prendre du temps, mais je pense que c'est bien qu'il y a, aussi bien que nous, il y a d'autres modèles aussi qui se lancent sur les marchés, mais en gros, l'idée c'est qu'entre tous, on réussisse à que la consommation, à consommer mieux, sûrement à consommer un peu moins parce qu'on consommera des produits qui sont de meilleure qualité et qui durent plus longtemps, donc on va revenir à une... Enfin, moi, je me souviens, je sais pas, je suis un peu vieille déjà, mais quand je parle avec mes grands-parents que j'ai encore et mes beaux-parents qui sont un peu plus âgés et tout ça, c'est des cultures, c'est des sociétés qui vivaient dans une manière de consommer beaucoup plus saine. Ils n'avaient pas besoin moi je me souviens, on réparait tout, il y avait des couturières qui venaient à la maison, voilà, on ne jetait pas, il y avait une télévision, ou peu importe, une poêle qui s'abîmait, on allait essayer de la réparer plutôt que de la jeter, on rachetait une. En fait, ça, c'est un peu notre objectif, de revenir un peu vers une manière de consommer plus logique, plus saine, plus équitable, et mener avec nous, faire monter dans cette démarche toutes les marques qui sont aujourd'hui, entre guillemets, les responsables de cette surconsommation, mais pas que, parce que nous, on a été très contents jusqu'à présent de surconsommer aussi. Parce que moi, ce que j'ai dit une chose, c'est que c'est un peu comme les clubs. Tout le monde fumait parce que personne ne savait que c'était mauvais de fumer. Aujourd'hui, pendant très longtemps, on a tous consommé parce qu'on n'était pas non plus conscients que c'était aussi mauvais de consommer. Donc aujourd'hui, on est tous conscients. Donc il faut qu'on réagisse tous, aussi bien les consommateurs que les marques et tous les entrepreneurs qu'on a dans notre monde, aussi bien un savoir-faire métier et un savoir-faire technique. Donc il faut qu'on utilise tous les atouts qu'on a aujourd'hui dans notre monde pour faire bouger l'écosystème et que tous les consommateurs nous suivent et que ce système change. Et donc voilà. Thank you so much, Stefania. And, Merci beaucoup, Stefania. Et je me souviens également des moments où, non, on n'est pas vieille. Je me souviens encore moi-même quand on faisait réparer tout. C'est tout simplement une autre façon de consommer. Donc, on va passer maintenant sur la présentation de Clément, qui est le fondateur de Share and Smile, pour promouvoir la solidarité entre les gens. Donc, après 15 mois d'entrepreneuriat, il a quitté son travail chez Decathlon pour rendre le sport accessible au plus grand nombre. Et cette fois-ci, c'est rendre le sport accessible à de plus possible de personnes, mais vraiment. Donc, il espère de faire ça grâce à sa plateforme. Donc, Clément, pourquoi est-ce que tu nous raconterais pas ce que tu as fait? Bonjour tout le monde.
Et donc je suis Clément et je suis ravi de vous voir là. Je vais vous raconter une petite histoire, j'ai pas prévu de slide. J'aime bien raconter des histoires. On va parler de la Belle au bois dormant, on va parler de bière locale et on va parler des fesses de ma compagne. Et c'est vrai. Juste avant ça, je vais vous demander on va prendre 30 secondes pour imaginer un cadeau. Un petit paquet cadeau qui tient dans la main. Et ce cadeau, il est assez chouette parce qu'en fait, dedans, il y a quelque chose qui va vous permettre de se reconnecter à soi, de se reconnecter aux autres et de se reconnecter à la planète. Et on peut secouer le paquet, on n'entend rien, on ne sait pas trop ce que c'est léger. Vous ne pourrez pas le commander sur Amazon. Et je vais laisser planer le mystère un petit peu, je vous dirai à la fin de quoi il s'agit, sauf si certains d'entre vous ont deviné entre-temps. Et on démarre pour une petite histoire. On a tous en tête l'histoire de la Belle au bois dormant, profondément endormie pendant 100 ans et réveillée par son prince. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a pas que les princesses qui peuvent dormir aussi longtemps, il y a aussi les vélos. Est-ce que vous avez une idée du temps que passe un vélo à dormir dans sa vie ? En pourcentage ? 90, qui dit mieux ? 99, on n'est pas loin. 99,986% de son temps. Il roule à peine 1 heure par an. En vérité, les vélos et le reste du matériel sportif sont des actifs dormants qui s'abîment à force de ne pas servir. Et à force de trop dormir, on peut en mourir et ne plus servir à rien du tout. Et figurez-vous qu'il n'y a pas que les princesses et les vélos qui dorment chez nous, il y a aussi notre lien social. En France, la solitude est un sujet de préoccupation majeur pour 80% d'entre nous. Et plus grave encore, 1 Français sur 8 est en situation de mort sociale. Et ce sont précisément eux les plus vulnérables à tous les petits accidents de la vie. Et à force de trop dormir, on peut en mourir. On est dans la merde. Mais heureusement, il y a des endroits où les princesses se sont réveillées. Et le trio Finlande, Norvège, Danemark constitue le top 3 mondial des pays aux plus beaux indices de bonheur national brut. Et bizarrement, dans ces pays, on enseigne dès la maternelle l'empathie et le sens du collectif. Alors ici, en France, Sheraton se donne pour mission de réveiller le lien social en mutualisant le matériel sportif. Chaque prêt gratuit entre des particuliers est un prétexte pour provoquer des rencontres généreuses et dignes d'intérêt plutôt qu'intéressées. Un exemple qui illustre bien ça, c'est l'histoire de Marianne et Alix. Marianne possède une remorque de vélo qu'elle a mis à prêter sur la plateforme. Alix la lui a empruntée. Quelques jours plus tard, Marianne a récupéré à l'heure dite une remorque toute propre, un grand sourire et une bonne bouteille de bière locale. Mais le plus chouette, c'est que Alix et Marianne, qui ne se connaissaient pas, ont fait une belle rencontre. Elles sont maintenant unies par les liens sacrés du partage. Et c'est ça, Sheraton, nous réveillons le matériel de sport pour réveiller le lien social. Et le tout premier cas d'usage, l'étincelle qui a tout déclenché chez moi, c'est Aurélie, ma compagne. Elle voulait faire du vélo avec moi, mais n'en possédait plus. Et quand je lui ai demandé pourquoi ne pas en acheter un, elle m'a répondu 200 €, ça fait cher pour un mal aux fesses et pas savoir si j'en referai le lendemain. Aurélie est heureuse aujourd'hui, elle peut faire du vélo quand bon lui semble. Elle emprunte des raquettes de padel et de badminton pour jouer avec moi. Et nous avons emprunté une tente, une lampe frontale et un sac à dos pour notre randonnée en bivouac de cet été. Il n'est plus nécessaire d'investir pour se réconcilier avec la pratique sportive. Et c'est aussi ça, Sheraton, nous réveillons le matériel sportif au service du lien social et nous réveillons la pratique sportive au service de la santé publique. Et il n'y a pas que des Aurélie, Marianne ou Alix qui utilisent Sheraton, il y a aussi des employeurs, comme Decathlon ou M comme Mutuelle, qui ont décidé de créer des communautés de partage pour leurs collaborateurs qui renforcent le sentiment d'appartenance et la cohésion chez eux. Je crois qu'on est en train de vivre un changement de monde, la fin d'un monde et pas la fin du monde. Et on quitte le monde de la linéarité, de la propriété et de l'abondance, qui touche clairement à ses limites aujourd'hui, pour entrer dans un monde de la circularité, de la frugalité et du partage.
Et je crois que c'est une formidable opportunité pour repenser le vivre mieux ensemble, tout en prenant soin de notre planète. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en mutualisant, on limite drastiquement notre impact sur cette planète. On utilise mieux ce qui existe déjà plutôt que de continuer à produire sur un autre continent du neuf qui ne sert quasiment pas. Et la liqueur dans cette cerise sur ce gâteau, c'est qu'avec moins de biens, on fait plus de liens. Alors vous l'aurez compris, dans notre version de l'histoire, il n'y a pas un seul prince charmant. Chacun d'entre vous peut être le héros qui réveille sa belle localement. Il vous suffit de vous pencher vers l'autre, d'embrasser la confiance et la générosité en vous et de réveiller le lien social autour de vous. Et Chératlon n'est pas le héros de l'histoire, c'est juste le cheval du prince qui lui permet d'arriver jusqu'à sa belle. Et nous comptons bien transporter des millions d'entre vous pour réveiller des millions d'entre elles et vivre ensemble heureux avec beaucoup de liens et peu de biens. Merci. Alors c'est vrai que j'ai pris l'exemple de la boîte et du paquet cadeau. En général, je le fais dans des formats beaucoup plus interactifs, mais je me rends compte qu'on va peut-être pas pouvoir discuter facilement là tout de suite. Donc je vais vous le révéler tout de suite. Le cadeau, c'est juste votre capacité à être généreux. Et ça tombe bien, Ego Imperium, on peut changer le monde. Vous avez un pouvoir chacun de changer le monde en étant généreux. Et ce qui est chouette, c'est que vous faites plus du bien à vous en étant généreux qu'à faire du bien aux autres. Voilà, ça peut paraître tarte à la crème, mais en fait, ça marche vraiment très bien. Et donc, je vous invite que ça soit par Chératlon en prêtant ce que vous possédez, parce que si je pense que de demander qui possède du matériel sportif ici, je pense qu'on va être assez nombreux. Si je demande qui utilise son matériel sportif tous les jours, on va être un tout petit peu moins nombreux. Donc, n'hésitez pas à partager votre surconfort. Il y a tout un tas d'autres manières de le faire que par Chératlon, mais on peut réellement changer beaucoup de choses en faisant juste ça. Je vous remercie. Merci. Si vous étiez installé au Kenya, je partagerais mon équipement de sport. Donc, je dis ça, je dis rien. Quand vous arrivez là-bas, vous me le dites. Enfin, et non des moindres, nous avons regardé des marques, nous avons regardé différentes choses et on va maintenant revenir à Emiliano, qui est le PO de Rootopia, et il va nous présenter ce que fait Rootopia. Et en guise d'introduction, c'est donc sur des communautés rurales pour générer un revenu durable via le tourisme bioculturel et sans besoin de tour opérateur externe ou d'intermédiaires. Rootopia a reçu le prix de WEGE pour son modèle d'économie circulaire et récemment a reçu le prix en 2019 qui est dans le plus grand concours du monde d'entrepreneuriat social au monde. Emiliano est également donc des sports d'extérieur, de plongée. Donc, en fait, tu es à l'intérieur, mais une fois que tu as fini, tu pourras sortir. Je pense que je vais être le premier à utiliser Chératlon au Mexicain. Donc, j'aimerais commencer en vous expliquant Rootopia, en vous montrant l'histoire de deux personnes. J'aimerais vous présenter Laetitia et Alejandra, qui sont deux personnes qui sont dans une petite communauté indigène du Mexique, au Oaxaca. Et pendant des années, ils ont eu un revenu en faisant du charbon de bois, en coupant la forêt qu'ils ont sur leur territoire. Et environ 10 ans, ces ressources étaient pratiquement épuisées et tous les hommes de la communauté ont dû migrer aux États-Unis. Donc, c'est une communauté qui est maintenant principalement composée de femmes et d'enfants. Les femmes ont dit que c'était peut-être le moment pour créer une économie durable qui ne ferait pas de mal aux ressources naturelles qu'ils ont, ni à leurs traditions. Donc, ils ont formé un groupe qui s'appelle Millenary Women et ont décidé qu'elles allaient planter des agaves qui restaurent le sol, qui est également la plante d'ailleurs dans laquelle on fait la tequila et le mezcal, et également en recevant des voyageurs dans la communauté. Ils ont lancé ce projet, ils allaient ouvrir ça au public, ils ont mis des posters
partout. Et quand je les ai rencontrés, ça faisait 3 ans qu'ils avaient lancé ce projet et ils n'avaient eu personne, pas un seul touriste. Les agaves marchaient bien, mais aucun touriste. Et ce qui est critique ici, c'est que ce n'est pas un cas isolé. C'est juste un cas sur 200 communautés indigènes au Mexique qui essaient de recevoir des touristes pour se développer de manière durable, mais ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas accès aux mêmes outils que nous avons tous. Au Mexique, il y a plus de 38 millions de touristes qui recherchent une expérience avec également 4,5 millions d'indigènes qui sont non employés et dans des endroits comme ici, dans des pièges à touristes. Parce que le tourisme au Mexique, c'est très centralisé dans quelques points chauds qui ont déjà un impact très négatif sur l'environnement autour d'eux. Et la plupart des communautés indigènes au Mexique ne font rien. Ils doivent migrer vers ces points chauds ou vers les grandes villes du Mexique. Donc, quel est le problème? Eh bien, la vérité, c'est que toutes ces communautés ont la nature, la culture, les talents locaux et même les infrastructures pour avoir des produits touristiques très populaires. Ils ont même reçu du financement du gouvernement et des ONG internationales qui développent des projets écotouristiques. Mais en fait, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut aussi vendre, il faut aussi atteindre le marché. Et pour ça, on a besoin des réservations faciles, un bon service client, et on a besoin d'être résilient au retard de paiement. Parce que la plupart des outils qu'on a ici pour vendre vont vous payer juste à temps ou alors après le voyage. Donc, il faut avoir une résilience économique pour avoir le fonds de roulement et également le risque que les touristes n'arrivent jamais. Donc, c'est très difficile pour des communautés qui n'ont pas justement ce fonds de roulement. Donc, c'est la raison pour laquelle 3/4 de ces initiatives sont n'ont pas fonctionné au Mexique. Donc, nous sommes sur un marché qui est le marché touristique, qui est celui de l'expérience touristique. C'est un marché qui a une croissance incroyable. C'est pour ça qu'on a créé Routopia, qui est une plateforme qui permet aux communautés indigènes de pouvoir vendre des voyages en ligne, tout en facilitant la vie des touristes qui souhaitent découvrir ces expériences sauvages et qui sont incroyables. Alors, on fait ça comment? La première partie, c'est qu'on fait ce qu'on appelle Routohops. Ce sont des groupes de travail grâce à un tour opérateur local, d'ailleurs, qui ont différents rôles dans la communauté. La façon dont on fait ça dans les communautés indigènes, c'est qu'elles ont déjà un processus de décision commune, un cadre dans lequel ils ont différentes communautés où les revenus et le projet est généré pour la communauté et non pas pour des individus. Et c'est dans l'ADN de Routopia également. Alors, avec les ateliers de co-création, des initiatives unies, sûres et tout compris. Et donc, quand tout ça s'est déjà mis en place, on le vend dans différents canaux. En faisant ça, c'est clé pour le succès de toute initiative touristique. Et la raison, c'est que, le problème, c'est que c'est pas facile. Ce n'est pas facile de le faire parce qu'on a besoin des logiciels de réservation, un service client, des moyens de paiement, et tout ça ont des coûts fixes très élevés qui sont tout simplement impossibles à supporter pour les petites initiatives. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on leur permet de partager, et on fait ça sur on transforme ça en commission variable qu'on va directement facturer. Ce qui fait que on a également mis à disposition des téléphones qui fonctionnent et qui puissent donc utiliser ça sans avoir un réseau haut débit. Notre modèle économique, c'est que on a une commission de 20%.
qui est à la charge des touristes. Et avec 20 touristes par an, la plupart de ces communautés peuvent avoir un revenu qui est au moins double de l'économie d'extraction qu'ils ont à l'heure actuelle dans leur communauté. Toute petite vidéo courte pour avoir une idée de comment Rootopia fonctionne. Donc, un petit teaser sur Rootopia, ça vous donner envie de venir au Mexique. Donc, nous avons 12 communautés indigènes, on travaille avec 140 personnes. Et notre but pour l'année prochaine, c'est d'avoir 252 communautés. Nous avons une alliance avec le gouvernement mexicain. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'investissements pour avoir l'infrastructure pour ces communautés qui ont été abandonnées à l'heure actuelle. Donc, c'est une façon de voir tout ce qui se passe sur ces endroits ruraux. Donc, sur le long terme, on veut travailler sur beaucoup d'endroits en Amérique du Sud. On a ouvert notre première communauté en Colombie. Donc, on est vraiment très heureux. Et notre modèle sur le moyen terme, c'est d'avoir une plateforme coopérative. Et je suis sûr que Alex va pouvoir en tant qu'expert, nous expliquer comment ça fonctionne. Mais le but, c'est qu'on sait qu'on a besoin d'investissements privés, mais on veut que les plateformes soient la propriété des communautés. Donc notre idée, notre façon de travailler, ce serait une coopérative de petites coopératives. Donc nous sommes très excités parce qu'en fait, on a eu l'investissement pour construire la plateforme et pour avoir allé en Amérique du Sud grâce au prix de la Fondation, et nous allons faire un partenariat. Donc, il y a 2 mois, nous avons fait un accord avec Airbnb où ils ont abandonné leur commission et travaillé avec nous sur les communautés pour avoir ainsi accès à leur communauté, mais sans avoir à payer de commission. Donc, c'est vraiment entièrement collaboratif. Donc, voilà ce qu'on fait avec les autres plateformes également. Donc, j'aimerais terminer en disant que l'impact, c'est comme une communauté gagne un revenu économique et la reconnaissance pour garder la nature et leur vie culturelle, la revalorisation des ressources et en fin de compte, ça mène à un réinvestissement pour protéger. Et il y a vraiment une régénération de l'écosystème et du tissu local, et c'est vraiment l'impact de ce qu'on fait. Et on va, si ce genre de voyage est possible, on sait que les communautés sont prêtes et on sait qu'on a les outils pour faire en fait que ce tourisme se concrétise. Donc la question aujourd'hui, c'est qui veut venir au Mexique? C'est ça? Je pense qu'on a tous envie de venir au Mexique. Merci beaucoup à tous. Donc, je vais poser quelques questions, 2 ou 3, et ensuite on peut ouvrir au public. Alex a montré un petit peu le chemin, ouvert la voie, et vous entendant,
Donc, on peut changer la façon dont le système fonctionne. Un système qui a été toujours stimulé pour des activités extractives, passer à un nouveau système où on a un partage des connaissances, des services, et je vais peut-être donner une deuxième vie ou des vêtements ou du matériel qui vont pouvoir avoir une nouvelle utilisation. Et je pense que ça peut être monétaire ou non monétaire. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités quand vous y réfléchissez, où on a des conversations qu'on a eues aujourd'hui. Et la minute où on parle de ça, c'est la croissance qui vient. Est-ce qu'on doit passer à l'échelle suivante ou est-ce qu'on ne doit pas le faire? Je vais parler à Estefania. Vous avez monté des statistiques incroyables. Je crois qu'on est sur les 7 milliards de dollars en France. Donc, la croissance, c'est ce qu'on peut espérer, non? Je pense que, oui, 7 millions, c'est rien. Quand on parle de toute la consommation, c'est absolument rien. Donc, ce n'est pas une question d'échelle. Je pense que les marques, parce que moi, je suis dans l'écosystème des marques, les marques ont besoin de prendre la responsabilité et de construire. Il vaut mieux peut-être que je parle français, désolé. En gros, l'objectif et le but, c'est que les marques prennent conscience, prennent la main et elles s'y aillent. Donc, c'est pas transformer des marques. Il ne faut pas que les marques transforment leur business dans un business des produits d'occasion ou enfin voilà. Il faut juste qu'elles continuent à créer de la valeur. Mais pas seulement une valeur basée dans la surproduction et dans la surconsommation, c'est continuer à produire, à créer de la valeur sur un modèle plus équitable et plus sain et plus durable. Donc voilà, c'est pas, et évidemment, enfin c'est pas escalé, mais c'est juste que toutes les marques, tout l'univers de la consommation prennent conscience de ça et tout l'univers de la consommation soigne la fin de vie des produits et s'en occupe. Voilà. J'adore cette réponse. Donc, c'est comment est-ce qu'on change les entreprises plutôt que de faire croître ces plateformes et les industrialiser. Alex, on a eu un débat sur cela hier et tu as soulevé des points très intéressants. J'aimerais entendre ton avis là-dessus également. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de ça? Est-ce qu'on doit l'opportunité de croître? En termes de croissance, j'en ai touché 2 mots tout à l'heure. Je pense que le principal n'est pas forcément que ces plateformes croissent extrêmement fort dans l'image qu'on a des fameuses licornes qui doivent prendre une taille continentale ou intercontinentale pour atteindre la masse critique qui leur permet d'enfin être rentable, de réinvestir, etc. Mais en fait, c'est le comportement qui doit croître et qui doit passer à l'échelle. Et les plateformes, elles, une nouvelle fois, ne devraient être que des biens communs qui permettent à des communautés qui partagent un besoin d'avoir accès à ce besoin et ce partage. Et pour ça, la fin de la présentation d'Emiliano était super intéressante sur l'idée que les communautés sont prêtes. Donc, en effet, il y a des communautés qui ont ce besoin-là et qui ont besoin d'un outil. Et donc, ce dont il est question, c'est d'une meilleure capacité d'accès à ces outils-là. Donc là-dessus, oui, pour l'instant, ça coûte toujours très cher de monter une plateforme, à la fois en développement pour avoir une ergonomie satisfaisante, à la fois en marketing pour s'imposer face aux concurrents, etc. Ça demande beaucoup d'argent et donc il faut une grosse croissance derrière pour rentabiliser tout ça. Mais quand on se positionne dans un paradigme de plateforme coopérative où on a une interconnexion de beaucoup de petites plateformes, et bien en fait, on n'a pas besoin de cette croissance-là. La seule croissance dont on a besoin, c'est du comportement du partage, du réflexe de construire une plateforme pour partager nos ressources, et peut-être d'acteurs qui peuvent mettre à disposition des moyens pour que ce soit plus facile de le faire. Alors, soit on peut penser à l'open source, parce que dans la technologie, les technologies open source permettent quand même d'aller rechercher des choses qui existent et de les réassembler, mais même ça coûte toujours de l'argent, parce qu'il faut quand même payer les développeurs qui l'utilisent. Mais on peut aussi penser au rôle des acteurs publics,
les acteurs publics pourraient aussi voir ces plateformes comme une infrastructure. Aujourd'hui, une infrastructure, c'est une route, un pont, une école. Peut-être qu'il pourrait y avoir des briques d'infrastructures techniques qui pourraient être publiques, utilisées par des communautés qui peuvent en avoir besoin. Donc ça, ce sont des réflexions qui sont en cours, de toute façon, dans l'État et dans les différents gouvernements locaux. Quelle est la place de l'État dans les services techniques qu'ils peuvent apporter aux citoyens? C'est pas encore vraiment sédimenté, mais on pourrait en arriver là. Donc ce passage à l'échelle, il pourrait passer par une mutualisation très forte des moyens techniques, notamment par un acteur public. Après, il y a débat, on est dans l'idée des communs, donc les communs, c'est parfois aussi une vision non étatique, où en mode pair à pair, on ne veut pas d'acteur intermédiaire, l'État est un acteur intermédiaire par excellence, donc c'est toutes les choses qui se débattent. Moi, je voulais rajouter, je ne sais pas si vous êtes d'accord, je pense que les mondes du corporate, moi je suis très dans les marques, mais je pense qu'il faut voir ça de manière plus large. Et je pense que les mondes du corporate pourraient faire beaucoup de choses là, parce qu'en fait, on ne peut pas compter sur l'État pour tout. Je pense que les mondes du corporate doivent devenir plus généreux et plus social et plus équitable. Et du coup, je pense qu'entre tous, parce que c'est pas après, les communautés, on l'a entendu à plusieurs reprises, les communautés sont prêtes, les gens sont prêts à partager, les gens sont prêts à échanger, ils sont contents de les faire. Nous, on les voit dès qu'on met en place une plateforme chez une marque, les consommateurs s'élancent, mais à fond, parce qu'ils sont hyper contents. Ils sont contents parce qu'ils ont une nouvelle manière de faire, ça leur plaît, ils sont conscients, enfin, ils ont la sensation de contribuer à quelque chose de positif. Donc, les communautés sont prêtes, la technologie, elle n'est pas si compliquée à construire. Moi, je pense que voilà, si les mondes des corporates, de manière générale, ont réussi à qu'ils prennent la main et à qu'ils donnent un peu de son argent, parce que finalement, c'est ça ce dont on a besoin, ben, je pense que ça serait voilà, c'est ça ce qu'il faut je pense qu'il faut que ça change, en fait. Yeah, and I love that provocation. So, j'adore cette provocation. Si on prend cette idée des grosses entreprises et le rôle que les entreprises traditionnelles peuvent faire, comment est-ce qu'on intègre ces acteurs-là? Emiliano et Clément, je sais que vous travaillez tous les deux, toi avec Decathlon, Emiliano avec Airbnb, comme tu l'as dit. Donc, ce serait bien d'entendre votre vision, votre expérience en termes d'engagement avec les grandes entreprises. Est-ce qu'elles sont réceptives ou est-ce que ça prend beaucoup de temps pour les convaincre? C'est pas une question facile parce que, alors, Decathlon en particulier, c'est une créature sans tête ou à 1000 têtes. Il n'y a plus vraiment un décideur qui dit ça c'est bien, on va le faire, et ça c'est pas bien, on va pas le faire. Chacun décide localement sur son périmètre ce qui est bon de faire ou pas. Ce qui veut dire que faire un deal avec Decathlon Monde ou avec Decathlon France est particulièrement compliqué. Et alors j'ai commencé en interne à Decathlon. Moi, cette idée de chez Athlon, elle est venue. Je travaillais chez eux pour Between. Et en interne aussi, c'est pas évident d'arriver avec quelque chose de disruptif qui est complètement différent du mode opératoire auquel ils sont habitués, malgré le fait que c'était complètement dans la vision de Decathlon, dans le sens de Decathlon, qui était rendre accessible la pratique du sport au plus grand nombre. Et maintenant, en plus, ils ont rajouté durablement. Donc il y avait encore plus d'intérêt à ça. C'est pas évident, mais il y avait beaucoup de supporters, beaucoup de personnes qui voulaient que ça se passe. Et donc on a fini à trouver le bon interlocuteur qui a pu dire « moi j'engage la France sur ce sujet-là ». Donc c'est déjà super chouette. Et honnêtement, sans l'aide de Decathlon, on n'en serait pas du tout où on en est aujourd'hui. Et on n'aurait pas les mêmes moyens non plus. Parce que c'est le premier client qui a posé sur la table. Nous, on fait confiance. Nous, on paye un ticket relativement important en tant que client. Et ça ouvre les portes aussi. Ça permet que les autres relations avec d'autres acteurs économiques soient beaucoup plus faciles. Donc c'est une aide loin d'être négligeable. Mais c'est pas toujours évident parce qu'on arrive avec quelque chose qui est très différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et donc il faut trouver comment eux sont gagnants là-dedans. Et on en parlera certainement un petit peu plus tard, mais ce qui me paraît important, c'est comment on les amène à explorer des nouvelles manières de faire qui vont servir leur intérêt, servir leur raison d'être, sans trop les mettre en danger en fait.
le but de partager du matériel, que ce soit du matériel de sport ou des outils ou des livres ou quoi, c'est pas de tuer tous les acteurs économiques qui produisent du neuf, mais c'est plutôt de les aider à prendre conscience qu'ils peuvent jouer continuer à jouer un rôle dans l'accessibilité à ces produits, à ces usages, autrement qu'en vendant du neuf et en rééquilibrant un petit peu leur mix. Et donc, mon rêve, ce serait qu'on arrive à aider tous ces acteurs-là à se servicialiser, que les centres commerciaux ne servent plus à pousser de la marchandise, mais à aider à réparer, à remplacer, etc., etc. Voilà, je vais m'arrêter là. Yeah, so in our case, as you said, our approach, Notre approche a été vers Airbnb. Et c'est vrai qu'en général, lorsque vous essayez d'avoir une alliance avec une entreprise comme Airbnb, qui comprend beaucoup de parties prenantes et qui a un capital aussi, donc il faut leur prouver qu'en faisant les choses comme il se doit, en faisant les choses d'une manière responsable, c'est également bien pour leur entreprise et pour la durabilité à long terme de leur entreprise. Donc, je pense que c'est l'approche que nous avons adoptée avec eux, parce que ils voulaient rester au Mexique et nous savons quels sont les problèmes qu'ils ont chez Airbnb. Ils veulent aller dans certaines régions du Mexique et pour ça, il fallait qu'ils le fassent convenablement. Et donc, ils avaient un intérêt à changer avec nous parce qu'il y avait une sorte de gentrification et ils veulent donner le pouvoir aux gens. Donc, chez Rootopia, on essaie de donner le pouvoir à la collectivité. Et pour l'instant, on responsabilise tout un ensemble de communautés. Il faut que ça soit durable de différentes manières à long terme. Et donc, je pense qu'il faut simplement que tous les intérêts soient pris en compte et que tout le monde comprenne exactement ce que l'on veut. Bon, en ce qui concerne cela, lorsque nous avons travaillé sur les marchés, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait convaincre, par exemple, pour les initiatives publiques, et ça aide toujours d'avoir quelqu'un qui prend la tête de tout cela et qui explique ce que l'on peut faire. Ma dernière question reprend ce que Alex et Stéphania ont dit, à savoir les réglementations. Est-ce qu'on dépend du gouvernement pour un certain nombre de choses? Une question que je me pose parce que je viens du Kenya et pour nous, le gouvernement est tout. Si eux, ils font, tout le monde fait. Donc, qui devrait réglementer cela? Et est-ce que ça doit être réglementé? Je pense qu'il ne faut pas réguler la manière de faire. Je pense qu'il faut plutôt créer les cadres juridiques nécessaires pour que toutes ces plateformes puissent fonctionner d'une manière correcte. Je ne crois pas trop dans la régulation, je crois plus dans un fonctionnement juste qui soit basé dans une régulation et qu'il n'y ait pas des vides juridiques qui permettent des mauvais usages ou des déviations de l'objectif principal des plateformes. En ce qui me concerne. Moi, je dirais qu'il faut réguler pour le coup, au moins un minima, mais en effet, pour éviter les vides juridiques. Après, bon, il y a des acteurs extrêmement importants là-dessus, les acteurs régionaux, l'Europe a commencé à le faire dans une certaine mesure de façon intéressante, notamment dans la régulation de la relation entre les plateformes et les fournisseurs qui travaillent sur les plateformes. Donc maintenant, c'est beaucoup plus encadré le poids qu'un acteur monopolistique comme Amazon peut avoir sur les vendeurs qui viennent vendre sur Amazon et qui jusqu'aujourd'hui, du jour au lendemain, pouvaient se voir retirer des premières pages de recherche comme une sanction unilatérale sans aucun poids de négociation possible. Et donc, des acteurs qui dépendent uniquement d'Amazon pouvaient mourir du jour au lendemain à cause de ça. Donc l'Europe, la France aussi, donc là, il y a soit le pouvoir législatif, soit le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire a commencé à reconnaître que des livreurs à vélo, par exemple, étaient
juridiquement des employés de la plateforme qui avaient un lien de subordination. Ça commence à apparaître. En Californie, bon, bah, c'est pour la première fois, de la même façon, des chauffeurs Uber ont été requalifiés en salariés. Donc on voit quand même qu'il y a un poids extrêmement fort de la législation sur la façon dont les plateformes peuvent fonctionner ou pas. Après, voilà, on est encore dans un fonctionnement où les grands acteurs économiques ont des pouvoirs de négociation que les communautés et que les défenseurs des communs n'ont pas forcément. La semaine dernière, il y avait une grande conférence sur les plateformes coopératives en France, justement. Il y avait Benjamin Coria, qui est un très grand connaisseur des communs, qui a rappelé que dans les années 70, il y avait eu un problème un peu similaire à celui d'Uber et du rapport au droit du travail chez les producteurs de lait versus la grande distribution, où les producteurs de lait étaient tellement soumis à des contraintes de la grande distribution qu'ils avaient demandé à une requalification au contrat de travail de ce qu'ils faisaient. Et ça a débouché sur une nouvelle législation qui mettait en place des chartes en disant que la grande distribution pouvait mettre en place une charte qui encadrait le rapport entre elle et les producteurs de lait, et que donc cette charte était d'une facultative et de deux, de facto, si la charte était signée, on ne pouvait plus avoir de requalification en contrat de travail. Et donc j'attire votre attention sur ce qui est en train de passer dans l'article 20 de la loi L'Homme, qui est la loi qui encadre les nouvelles formes de mobilité en France, où on a fait apparaître une notion de charte facultative entre les plateformes et les travailleurs à vélo qui, de facto, permet de ne plus requalifier un contrat de travail à partir du moment où la charte est mise en place. Donc en fait, les mécanismes de régulation ne sont pas toujours très utiles, et donc peut-être que ce qu'il faut en effet, c'est mettre un cadre qui permet l'émergence des plateformes alternatives efficaces qui répondent mieux aux besoins des travailleurs, parce que ça leur amène la protection qu'à partir de 30 ans, être travailleur indépendant, payer 47 € par jour et sans avoir d'assurance en cas d'accident, c'est plus suffisant quand on veut s'occuper d'une famille, acheter une maison, avoir des enfants, etc. Donc une plateforme coopérative qui nous salarie, qui nous offre un cadre, c'est peut-être un peu plus sécurisant. Donc avoir un cadre qui permet de mieux répondre aux besoins de tout le monde et espérer qu'on puisse bien l'utiliser. Je vais noircir encore un peu plus le tableau. Il se passe des choses qu'on ne soupçonne pas forcément, mais si on prend les plateformes de livraison à vélo, notamment, il faut savoir que, alors effectivement, déjà, la relation est souvent une relation de subordination, finalement, ce qui fait qu'on requalifie parfois en contrat de travail. Et quand on prend le taux horaire des personnes qui travaillent, on atteint rarement le SMIC. Donc il y a peut-être un problème à ce niveau-là. Et en fait, ça va plus loin. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps, mais par une connectrice WeShare d'ailleurs. Il y a des personnes qui sont des petits malins qui ont compris qu'en fait, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler sur Deliveroo ou sur Uber Eats, par exemple, c'est les réfugiés. Parce qu'ils ne peuvent pas être auto-entrepreneurs, les réfugiés. Et donc du coup, ce qu'ils font, c'est qu'eux déposent les statuts, prennent l'application et puis confient leur compte à des réfugiés en leur disant « travaille pour moi ». Et comme ça, tu peux travailler. Et puis ils les payent moitié du prix quand ils les payent. Et donc on se retrouve comme ça dans des strates un peu invisibles, mais sur des pratiques qui reviennent à l'asservissement, quoi, en fait, et sur des choses très 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 moches. Et de la même manière qu'on n'accepte pas qu'un équipementier de sport, par exemple, ou une marque de mode dise c'est pas ma faute si mon sous-traitant fait travailler des enfants, je pense qu'il y a un sujet du même ordre sur les plateformes. Et je pense que du coup, il y a certainement un sujet de régulation, et il y a peut-être aussi un sujet de pression du consommateur en disant nous exigeons de la transparence et nous exigeons d'être sûr que vous vous assurez de ne pas faire travailler d'enfants, de ne pas exploiter de réfugiés, etc. etc. Je n'ai pas la réponse de comment faire, mais je pense qu'il y a vraiment une conscience du problème à avoir et peut-être une exigence de la part de nous, citoyens, que ça bouge à ce niveau-là. Si je peux rajouter une dernière chose sur la question du travail de plateforme, qui est un sujet très précis, mais il y a aussi une des choses qui est l'organisation de ces travailleurs, qui pour l'instant n'existe pas. Les plateformes
profitent beaucoup du fait que ce soit beaucoup d'auto-entrepreneurs qui sont tous indépendants et assez peu interconnectés les uns avec les autres. Bon, il y a des premiers groupes Facebook qui existent, des premiers collectifs qui commencent à monter des actions juridiques et des actions syndicales. Il y a des premiers syndicats qui commencent à ouvrir des branches pour les livreurs, Deliveroo, etc. Mais il y a tout un sujet qui est pour l'instant assez peu pris en compte, qui est l'organisation des travailleurs de plateforme et les nouveaux types de solidarité entre les travailleurs dans un cadre de travail numérique qui, une nouvelle fois, peut passer beaucoup par la coopérative, notamment la coopérative emploi-activité, pour pouvoir peser ensemble dans la relation face aux plateformes. Great. Well, thank you so much. I could continue asking you Merci guys beaucoup. Je questions pourrais forever continuer and comme ever, ça but I à do vous want poser to des hear questions, the audience. mais je voudrais maintenant If you me want tourner to vers le ask public any questions, et je voudrais please savoir hand si it vous avez des questions sur ce qui vous a été dit. Merci, bonjour à tous et merci pour vos interventions. Une question à Clément, si tu pouvais aussi revenir un petit peu sur le modèle économique de Sheraton. Et j'ai une deuxième question aussi pour Estéphania. Est-ce que vous approchez ou ciblez l'industrie du luxe et si oui, comment? Parce que vous parliez aussi des invendus et il y a une polémique par rapport à ça. Donc je voulais savoir comment vous arriviez à les embarquer dans ce sujet-là. Alors le modèle économique, parce que Sheraton, c'est une partie de l'entreprise Share & Smile. Share & Smile a deux activités, les plateformes et, pour faire très simple, de l'ingénierie sociale, donc du conseil sur comment on fait du lien, comment on fait du sens du collectif. Donc cette partie conseil est plutôt simple, c'est à la journée. Sur la plateforme, on a principalement deux sources de revenus aujourd'hui. La première, c'est de proposer à des organisations qui peuvent être des entreprises pour leurs employés, j'en ai un petit peu parlé pendant l'histoire, ou qui peuvent être des associations, qui peuvent être un bailleur social pour ses habitants, qui peuvent être peu importe en fait, un bailleur tout court pour les habitants aussi, ou un quartier, de faire des communautés de partage privées. J'ai remarqué que ce parallèle marchait bien. En fait, c'est comme un carré VIP dans une boîte de nuit, c'est-à-dire que c'est bien dans Sheraton et c'est pas une marque blanche, c'est pas une copie de la plateforme, ce qui permet qu'il y a une porosité, il y a une perméabilité entre la communauté de partage public et la communauté de partage privé des collaborateurs, des membres de l'organisation. Et donc ça marche plutôt bien parce qu'on vient créer une valeur humaine pour cette organisation-là, d'appartenance, de cohésion, de solidarité, des choses comme ça. Et en fonction du client, ça peut booster sa marque employeur ou juste apporter une valeur ajoutée en plus pour des habitants, etc. Ça, c'est le premier modèle. Et le deuxième modèle, il est assez intéressant par rapport à la question de la collaboration avec les entreprises et les modèles classiques. C'est qu'on a dans le monde de la grande distribution un problème en ce moment, c'est la fréquentation. Les gens vont de moins en moins en magasin et en fait on vient voir les magasins en leur disant vous devriez prêter chez nous et en fait en prêtant vous allez faire venir des gens chez vous qui viennent plus chez vous et c'est tout bête, ils viennent une fois pour prendre, une fois pour rendre et donc ils viennent deux fois à chaque fois et puis ça leur permet de refaire du lien, de connaître les personnes de leur zone de chalandise et de comprendre pourquoi ils achètent ou pourquoi ils n'achètent pas, etc. Et ça plaît bien. Donc on est en train de commencer avec des magasins de Decathlon à déployer ça. C'est tout récent. Mais c'est assez sympa et c'est une manière beaucoup plus intéressante de se reconnecter à la zone de chalandise, à la population locale, que de placarder comme des bourrins des panneaux 4 mètres par 3 le long de la route. Et c'est moins cher que des panneaux 4 mètres par 3, ça tombe bien. Et ce qui est sympa aussi, c'est que je pense que ça participe de les amener à envisager justement de changer de rôle pour avoir une utilité sociale locale, enfin pour avoir au-delà du social un impact positif local, surtout People, Profit, Planet. Et c'est assez chouette de voir que en amenant ça, c'est un point d'appui pour commencer à réfléchir à d'autres choses à faire en tant que magasin. Et ça, c'est assez gratifiant, en fait, le fruit des discussions qu'on peut avoir quand on amène cette proposition-là au magasin. Voilà. Pour répondre à la question, oui, on approche les marques de luxe. Les marques de luxe sont les premières impactées par toutes ces nouvelles manières de consommer. Enfin, les luxes, c'est des produits
pas très accessibles pour tout le monde, donc c'est les plus souhaités, les plus désirés, donc oui. Et jusqu'à présent, voilà, elle faisait un peu l'autruche, elle ne voulait pas trop envie d'y rentrer. Maintenant, ça a complètement changé. Elle veut y aller, on construit la manière d'y aller, c'est ça les buts. Les invendus, ils n'ont plus les choix. Enfin, c'est-à-dire que jusqu'à hier, la question d'invendu pour les marques de luxe, c'est une question d'image. Les principaux assets pour une marque, surtout pour une marque de luxe, c'est son image. Donc, eux, pour éviter la démarque trop importante des produits, ils préféraient les brûler. Enfin, ils faisaient toutes des ventes privées, machin, et puis les personnels, etc. Et puis après, on brûle et on n'en voit plus. Maintenant, il s'agit de récupérer tout ça et de créer des nouvelles campagnes des nouvelles stratégies de marketing pour pouvoir redonner de la valeur à ces produits et de les vendre différemment. Donc, c'est là tous les enjeux. Parce qu'en fait, les marketing de la fin de vie des produits, ce n'est pas du tout les mêmes que les marketing des produits neufs. Donc, il s'agit de créer deux stratégies différentes et de les faire cohabiter et que ce soit vraiment cohérent pour l'ensemble de la marque et que l'ensemble, enfin, avec pour objectif de créer de la valeur et de continuer à grandir, enfin, à renforcer l'image de la marque. Mais de toutes les façons, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que si demain, cette comportement, cette dimension responsable n'est pas prise en charge par les marques, ça sera en détriment de leur image. Donc, de toutes les manières, il faut trouver une solution. Parce que ce qu'ils sont en train de construire, ça deviendra faible si la dimension responsable n'en fait pas partie de l'ensemble de la proposition des valeurs. Donc voilà, je ne sais pas si c'est clair. Bonjour, je suis Claire-Marie Mériot et j'essaie de me présenter comme une contributrice au commun, donc au sein du collectif Catalyst, qui est un collectif local qui essaie de pas mal bouger autour des communs. Et je voulais un peu rebondir sur ce que disait Alexandre au moment où il questionnait le rapprochement entre l'État, le public et les communs. Alors ici, bien sûr, on parle de biens communs. Moi, j'ai plutôt en tête les communs. Mais voilà, mais c'est une vraie question, effectivement. Nous, on est un petit acteur local. On produit des communs à notre petite échelle et on se rend compte de toute la difficulté. Alors, je ne sais pas si on a envie vraiment de passer à l'échelle, mais en tout cas, on se dit que ce serait intéressant d'interpeller l'acteur public. Et dans ce cadre-là, on organise, nous aussi, un événement, donc c'est à toute autre échelle aussi que celui-ci, c'est les Roomix, les 6 et 7 décembre, qui va questionner l'action publique et les communs. Donc c'est par ici, c'est à l'Iliade à Villeneuve-d'Ascq, où on est au tout début de ces questionnements en se disant qu'est-ce que ça produit si on rapproche, si on questionne l'acteur public et les communs. Et nous, on a pour l'instant une approche beaucoup plus locale, où on se dit que c'est peut-être au niveau de la métropole européenne de Lille. Donc on est en train de travailler aussi avec les acteurs de la MEL pour les acculturer aux communs et pour qu'ils soient prêts les 6 et 7 décembre à essayer de produire quelque chose avec nous entre ce possible rapprochement entre les communs et l'action publique. En tout cas, effectivement, je pense que c'est un sujet qu'il va falloir aborder, avec bien sûr toutes les précautions d'usage au préalable. Voilà. Okay, thank you for Bien, merci pour cette observation. On est d'accord là-dessus? Bien. Y a-t-il d'autres questions aux membres du panel? Merci pour votre présentation. Donc, ma question, c'est pour Emilio. Comment allez-vous mettre ensemble toutes ces communautés d'Amérique du Sud? Est-ce que vous ne pensez pas que ça va complètement changer la manière de vivre des communautés? Est-ce que tout va être fait pour les touristes dans la communauté? Et ma troisième question, c'est quel est votre
votre objectif en matière de tourisme? Est-ce que c'est des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde ou est-ce que c'est des gens qui voudront revenir à leurs racines dans les zones rurales? Eh bien, merci pour les questions. Tout d'abord, vous voulez bien me rappeler la première, s'il vous plaît? Comment vous allez cartographier toutes ces communautés en Amérique du Sud? Eh bien, d'abord, notre stratégie pour cartographier, c'est par le gouvernement et les ONG locales. Par exemple, au Mexique, il y a eu 2700 initiatives touristiques qui ont été financées par le gouvernement du Mexique, mais aussi le Fonds de préservation de la nature et d'autres ONG. Donc, ils ont déjà tout cet inventaire de communautés qui ont l'infrastructure et qui sont prêts à offrir les services, mais qui n'ont pas encore le lien avec le marché pour un certain nombre de raisons. Donc, ça, c'est pour le Mexique et c'est un petit peu ce que va faire aussi en Colombie et en Équateur. Donc, la stratégie sera du même genre. Deuxième question, et je pense que ça, c'est très important. Avant de répondre, je voudrais vous dire comment nous allons gérer l'impact. Eh bien, nous voyons que les communautés avec lesquelles nous travaillons sont des communautés qui sont déjà en train de changer de modèle d'économie. Ils changent en matière de qualité de la vie, par exemple, au niveau de la manière dont ils élèvent le bétail. C'est une sorte de paiement pour des services d'environnement, par exemple, pour être durable. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va durer du temps parce que pour que vous ayez un petit groupe de touristes, vous devez avoir une préservation de la culture et une préservation de la nature dans votre communauté. Et pour réduire les risques, nous voulons toujours la qualité plutôt que la quantité. Donc, si une destination commence à être trop demandée, par exemple, nous allons essayer de créer une transition. Nous voulons avoir un petit volume avec un certain avantage pour la communauté qui les reçoit. Et puis le marché jusqu'à présent, ça a été à peu près 70% un marché mexicain, ce qui est pas mal quand même, parce que notre impact est également le fait qu'il y a plus ce fossé entre les gens qui vivent dans les zones rurales et dans les villes. Donc, c'est une sensibilisation pour les gens qui, très souvent, par exemple, à Mexico, il y a des gens qui sont venus en Europe et qui n'ont jamais été dans une communauté rurale au Mexique. Et c'est eux qu'on voudrait attirer également. Bonjour, Yannick Ponce pour Mailo. J'aimerais poser la question à Alexandre plus spécifiquement, mais aussi après à tout le monde. Est-ce que votre entreprise, donc WeShare, on peut la considérer comme étant une société plus ou moins anti-GAFA, comme Quant Junior, Mailo, et comme l'association de la Quadrature du Net et aussi parmi tous les intervenants, est-ce que vos sociétés pourraient s'inscrire dans une démarche anti-GAFA si demain il y a une ligue en France qui se mettrait en place pour faire coopérer toutes les entreprises contre les GAFA, la protection des données et la vie privée? Merci. Du coup, WeShare, c'est pas une entreprise, c'est difficile à chaque fois de se présenter, mais c'est un collectif de personnes plus ou moins indépendantes et donc qui forcément ont tous un petit peu un point de vue différent. Mais oui, en règle générale, l'idée c'est de trouver des modèles plus responsables et donc tout le monde au sein du collectif est plutôt d'accord pour pointer du doigt ce qui n'est pas responsable dans le modèle des GAFA. Après, la façon d'y arriver va dépendre. Moi, il se trouve que ce qui m'intéresse, c'est pas beaucoup les plateformes coopératives et donc ça s'inscrit par ça, mais il y a aussi d'autres personnes sur d'autres sujets. Voilà, maintenant, la Ligue anti-GAFA, il y a déjà pas mal d'acteurs intéressants qui travaillent dessus. Il y a de bonnes bases déjà. Après, en effet, il faut réussir à faire émerger peut-être un comportement plus systématique. Peut-être que ça passe une nouvelle fois. Enfin, je viens de terminer ma mission au sein de la mission Société numérique au ministère de l'économie sur les sujets de médiation numérique et de comment on fait émerger justement une acculturation à la société numérique et à ces sujets-là, de la propriété des données, et donc une acculturation qui va être nécessaire pour que les consommateurs et
les citoyens en fait se rendent compte de ce qui est en jeu et donc des alternatives qui sont nécessaires ou des transformations à l'intérieur des grands acteurs qui sont déjà là. Donc ça passe soit par des alternatives, soit par l'acculturation ou l'éducation des citoyens. J'ai pas prévu de rejoindre une coalition anti-GAFA. J'ai rejoint une coalition sur les entreprises engagées, plutôt de manière générale, qui s'appelle 10% pour tout changer, mais peu importe. Et j'ai l'impression qu'on va pouvoir jouer un petit rôle, en tout cas, de sensibilisation, en expliquant que nous, justement, les données personnelles des gens, on ne va jamais rien en faire. Mais sans forcément pointer de doigt en disant pas comme les autres, hein. Enfin voilà. Et c'est pas pour dire qu'il faut pas le faire, mais c'est en tout cas notre style, notre ADN va pas forcément être comme ça. Et j'ai quelque chose en tête, et justement c'est en me confrontant un petit peu avec la logique de commun que j'en suis arrivé à cette réflexion-là, c'est de dire comment demain les données personnelles ne seront pas utilisées, mais certaines données, notamment de comportements anonymisés, mais qui pour le coup peuvent être très 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 intéressantes pour aider le retail à mettre le bon stock au bon endroit, par exemple. Comment ça, qui est une valeur de fait qui appartient aux gens qui la créent en utilisant le service, on leur donne la gouvernance de cette valeur-là et on leur donne le choix de savoir pour combien on la vend, si on la vend et pourquoi. Pourquoi, en deux mots, c'est pour faire quoi avec. Et je n'ai pas encore de réponse, mais en tout cas, c'est un projet qui me travaille depuis un moment. Et je pense que ça peut être intéressant de solliciter justement les utilisateurs, les usagers sur ce genre de réflexion-là, pour que ça, un peu de la même manière que ce que je disais avec les magasins, comme point d'appui pour réfléchir à ces questions de manière générale et pas que pour Sheraton, quoi. Nous, dans notre cas, pareil, on va pas joindre un collectif anti-GAFA ou autre. Nous, dans notre ADN, on est sur la consommation et sur la bienveillance et les bien-faire, sur la responsabilité. C'est pour ça qu'on est en train de joindre, enfin, on a postulé pour avoir les labels B Corp qui traitent plusieurs sujets, dont la responsabilité des données, l'environnement, la gouvernance, les clients, voilà, tout un ensemble de choses. Et donc, voilà, on essaye de transmettre ça à nos clients et à nos consommateurs à travers de notre produit et de nos produits. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Les gens ne connaissent rien. Enfin, et je pense que c'est les grands enjeux aujourd'hui. Enfin, la data s'est transformée en un bien, en une espèce de démon, alors que la data bien traitée, une partie de la data bien traitée, c'est très utile pour nous tous. Donc, déjà, je pense qu'il y a ça qu'il faut comprendre. Il faut que nous, on soit tous responsables des acteurs du numérique pour évidemment traiter la data d'une manière anonymisée et pour les biens du consommateur et de la société, parce que ça peut avoir beaucoup de biens. Et je pense qu'il faut éduquer les consommateurs. Et il faut que les consommateurs sachent qu'est-ce que ça veut dire que dire oui quand on me demande les cookies, est-ce que vous acceptez machin, oui, qu'est-ce que ça veut dire. Il faut qu'ils sachent vraiment qu'ils ont les pouvoirs de choisir quel type d'informations ils sont prêts à partager et pas partager. Et de la même manière, il faut qu'ils sachent quel est l'impact d'acheter quelque chose chez Amazon ou chez n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne connaissent rien. Et moi, j'étais hyper étonnée. Cet été, ça m'est arrivé avec des gens en Espagne. C'était des gens d'un niveau quand même. Voilà, il y avait des gens bien éduqués, avec des études, des pouvoirs d'achat, socialement, voilà. Et quand j'ai commencé à parler, on m'a posé des questions sur Amazon, sur ceci, sur là. Et les gens, ils me disaient non, mais pourquoi tu dis ça? Mais Amazon, mais c'est hyper pratique, mais c'est ci, mais c'est là. Mais je dis mais ok, c'est très bien tout ça. Mais après vous dites que la donnée, que je sais pas quoi, mais vous ne savez même pas qu'est-ce que ça veut dire qu'acheter ces Amazon. Et donc, en gros, je pense qu'il y a des vrais enjeux d'éducation à mettre en place et la responsabilisation de chacune des entreprises du numérique pour aller, pour à la fois proposer des alternatives aux GAFA, parce que c'est vrai que les GAFA, il y a 15 ans, ils n'existaient pas. Donc, ils ont grandi
parce qu'ils ont créé un un modèle, une proposition qui plaisait aux consommateurs. Donc du coup, il faut que tout l'écosystème puisse proposer des choses alternatives qui plaisent aussi aux consommateurs, d'une manière responsable et avec de la transparence pour que chaque consommateur sache comment il consomme, qu'est-ce qu'il consomme et qu'est-ce qu'il partage avec tous ces acteurs du numérique. Thanks. Yeah. So for Rotopia, Oui, pour Rotopia, ça a été important depuis le début. Du côté des utilisateurs, bien sûr, nous collectons les données des voyageurs et notre approche, c'est que nous avons remarqué qu'une des raisons pour lesquelles ces petites initiatives n'ont pas toujours bien fonctionné devant Expedia ou Airbnb, c'est parce qu'on n'avait pas accès à toutes les informations qu'eux, ils avaient. Donc, ce qu'on a proposé, c'était d'avoir notre propre plateforme pour pouvoir partager les renseignements et les données de manière à améliorer les choses de manière collaborative, les différents types de tourisme qui sont par exemple disponibles en Amérique latine et au Mexique. Donc comme ça, on peut être sensible à un certain nombre de choses. Les gens, par exemple, qui veulent mener une vie authentique, il y a des petites initiatives qui nous permettent de collaborer. Bien, eh bien, nous avons encore 30 secondes. Donc, pour nous, les données, c'est quelque chose qui est très sensible. Nous avons beaucoup de normes quant à la manière dont on utilise les données et on veut vraiment souligner cela. Nous avons des informations parfois très sensibles. Il y a l'idée d'utiliser l'or que ces données. Ça peut être vraiment bien pour les entreprises aussi d'avoir cet or. Je vous remercie tous. Merci d'avoir participé à cette discussion. Merci à tous les membres du panel. Et juste avant de partir, on va faire un petit détournement. On s'était dit avec Olivia que ça pourrait être sympa. Le thème d'aujourd'hui, c'est Ego Imperium. J'ai le pouvoir de changer le monde. Chacun d'entre nous a le pouvoir de changer le monde. Et vous devez être au courant, je pense, parce que ça a été suffisamment martelé pendant les 2 jours précédents, mais on nous demande de prendre des engagements. Et ce que je vous propose, c'est que plutôt que de le faire face à un écran ou face à un papier, c'est de vous tourner vers votre voisin le plus proche et de prendre 2 minutes pour réfléchir ensemble à quel engagement vous pouvez prendre personnellement pour le monde. Et ça peut être assez chouette. Vous allez rencontrer quelqu'un, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, et vous allez découvrir une autre façon de vous engager en plus, qui devrait vous donner la pêche pour la journée. C'est parti ?